Elle a 37 ans, mais elle semble en avoir 60. Ses cheveux sont devenus blancs en quelques semaines. Elle saigne sans arrêt depuis des mois. Et dans moins de 48 heures, elle va mourir. Mais ce n'est pas sa mort qui a choqué la France. C'est ce qu'on lui a fait subir avant. On lui a arraché son fils de 8 ans. On l'a accusé de l'innommable devant un tribunal révolutionnaire. On l'a privé de sommeil, de nourriture, de dignité. On l'a traîné dans les rues de Paris, mains liées, exposé à la haine d'une foule qui réclamait son sang. Et pourtant, au moment de monter sur l'échafaud, elle a trouvé la force de faire quelque chose que personne n'attendait. Un geste si simple, si humain, qu'il a glacé même ses bourreaux. Ces 48 dernières heures de Marie-Antoinette ont révélé quelque chose que l'histoire de France a tenté d'oublier. Quelque chose sur la cruauté, sur la dignité et sur ce qu'un être humain peut endurer avant de céder. Ce que vous allez découvrir va bien au-delà de ce que les livres d'histoire vous ont raconté. Avant de commencer, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire de France, abonnez-vous maintenant, parce que chaque semaine, je vous révèle des récits que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Voici ce qui s'est vraiment passé. 14 octobre 1793, 2 heures du matin. Paris dort, mais dans les entrailles de la conciergerie, la prison la plus redoutée de France, une femme est éveillée. Elle n'a pas dormi depuis des jours. Elle ne dormira plus jamais. La cellule mesure 2 mètres sur 1,50 m. Les murs suintent d'humidité. 2 chandelles brûlent en permanence, projetant des ombres tremblantes sur la pierre grise. Dans un coin, un lit de paille pourrie. Assise au bord, une silhouette courbée, vêtue d'une robe noire déchirée. Ses mains tremblent. Ses cheveux, coupés courts et d'un blanc éclatant, encadrent un visage creusé par la douleur. Cette femme a 37 ans. Elle en paraît 60. Il y a 23 ans, elle est arrivée en France dans un carrosse doré, acclamée par des foules en délire. Les cloches de toutes les églises de Paris sonnaient pour célébrer son mariage avec le futur roi de France. On l'appelait l'archiduchesse, la fille de l'impératrice d'Autriche, la plus belle alliance que la monarchie française ait jamais scellée. Aujourd'hui, on l'appelle la veuve Capet, et dans 46 heures exactement, elle sera morte. 2 gendarmes montent la garde à l'intérieur même de la cellule. Ils ne la quittent jamais des yeux, pas même quand elle doit satisfaire ses besoins intimes dans le seau placé dans le coin, pas même quand elle saigne. Et elle saigne tout le temps maintenant. Des hémorragies violentes qui la laissent épuisée, tremblante, à peine capable de se tenir debout. Les médecins qui l'ont examinée en secret pensent que c'est un cancer de l'utérus. Mais personne ne lui propose de traitement. À quoi bon soigner une femme condamnée? Elle lève les yeux vers la lucarne étroite, à peine plus large qu'une main. Dehors, Paris révolutionnaire gronde. Dehors, des milliers de personnes attendent sa mort comme on attend un spectacle. Dehors, la machine qui va la tuer est déjà dressée sur la place qui portait autrefois le nom de son grand-père, Louis XV. Mais pour comprendre comment elle en est arrivée là, il faut remonter le fil de sa chute vertigineuse. 1770, Marie-Antoinette d'Autriche, 14 ans à peine, traverse la frontière française dans un cortège somptueux. Elle vient épouser le dauphin Louis, héritier du trône. Elle ne parle presque pas français. Elle ne connaît rien aux intrigues de la cour de Versailles. Elle est jeune, éclatante, insouciante. Le peuple l'adore. Les poètes composent des vers en son honneur. On l'appelle déjà la reine des cœurs. Mais à Versailles, on se méfie. Elle est autrichienne, et l'Autriche est l'ennemi traditionnel de la France. Derrière les sourires de cour, les courtisans murmurent déjà ce surnom qui la poursuivra jusqu'à la mort. L'Autrichienne. Les premières années sont difficiles. Son mariage n'est pas consommé pendant 7 ans. Les rumeurs circulent. On l'accuse de tous les maux. Quand elle donne enfin naissance à un enfant, c'est une fille, puis une autre. Le royaume attend un héritier mâle. La pression est insoutenable. 1785.
L'affaire du collier éclate. Une escroquerie monumentale implique son nom. Elle n'y est pour rien. Les archives le prouvent aujourd'hui sans le moindre doute. Mais le mal est fait. Dans les rues de Paris, on ne parle plus que de cela. L'Autrichienne dépensière, l'Autrichienne manipulatrice, l'Autrichienne qui ruine la France. Les pamphlets commencent à circuler, des dizaines, puis des centaines. On l'accuse de tous les vices imaginables. On invente des orgies à Versailles. On prétend qu'elle a des dizaines d'amants. On lui attribue une phrase qu'elle n'a jamais prononcée, qu'il mange de la brioche. Cette phrase va la poursuivre dans l'histoire, alors qu'elle ne l'a jamais dite. La haine s'installe, profonde, irrationnelle, violente. 1789, la Révolution éclate. Le peuple affamé marche sur Versailles. Le 6 octobre, des milliers de femmes envahissent dans le château, réclamant du pain. Elles veulent aussi la tête de l'Autrichienne. La famille royale est forcée de quitter Versailles pour Paris, installée de force aux Tuileries, sous surveillance permanente. Ce n'est plus une résidence, c'est déjà une prison. Juin 1791. Louis et Marie-Antoinette tentent de fuir. La fuite à Varennes, un échec catastrophique. Ils sont reconnus, arrêtés, ramenés à Paris sous les huées d'une foule qui ne leur pardonnera jamais cette trahison. Août 1782. L'assaut des Tuileries. La monarchie est suspendue. La famille royale est emprisonnée au Temple, une forteresse sinistre, au cœur de Paris. Ils y resteront pendant des mois. Louis, Marie-Antoinette, leurs 2 enfants, et Madame Élisabeth, la sœur du roi. C'est là, dans cette prison, qu'ils vivent leurs derniers moments de famille. 21 janvier 1793. Louis XVI est guillotiné. Place de la Révolution, devant des milliers de spectateurs. Marie-Antoinette devient officiellement la veuve Capet. La République refuse de lui donner son titre de reine. Pour eux, elle n'est plus qu'une femme ordinaire, une citoyenne parmi d'autres. Une citoyenne coupable de tous les malheurs de la France. Mais le pire est encore à venir. 3 août 1793, 2 heures du matin, des hommes entrent dans sa cellule au Temple. Ils ont un ordre, lui retirer son fils. Louis-Charles, 8 ans, un enfant fragile, terrorisé, qui s'accroche à sa mère en pleurant. Les témoins présents ce soir-là ont tous raconté la même scène. Marie-Antoinette tombe à genoux. Elle supplie, elle hurle. Elle s'agrippe à son fils de toutes ses forces, mais les gardes sont sans pitié. Ils arrachent l'enfant de ses bras, littéralement. Elle essaie de le retenir. Ils la repoussent violemment. Louis-Charles crie. Elle crie. Madame Élisabeth, sa tante, crie. Quand ils emmènent le petit garçon, ses hurlements résonnent dans tout l'escalier du Temple. Marie-Antoinette reste prostrée pendant 3 jours. Elle ne mange pas, elle ne parle pas. Elle fixe le vide. Elle sait qu'elle ne reverra jamais son fils. Et elle a raison. 2 août 1793, on la transfère à la conciergerie, séparée de sa fille et de sa belle-sœur, complètement seule. La cellule est glaciale, humide, infestée de rats. Elle passe 76 jours dans cet enfer. 76 jours d'isolement presque total. 76 jours à saigner sans soin. 76 jours à penser à son fils torturé quelque part dans Paris, car elle sait qu'on lui fait du mal. Elle le sent. Elle a tout perdu. Son mari, ses enfants, son nom, sa liberté, sa santé. Mais elle n'a pas encore tout perdu. Il lui reste une chose, sa dignité. Et c'est précisément cela que la Révolution veut lui arracher. 12 octobre 1793. Un garde entre dans sa cellule et lui annonce qu'elle sera jugée dans 2 jours. Pas de temps pour préparer une défense. Pas d'avocat de son choix. Le verdict est déjà écrit. Tout le monde le sait. Ce procès n'est qu'une mise en scène. Un spectacle pour la foule. Une dernière humiliation avant la mort. Elle demande calmement. Pour quel motif? Le garde lit la liste des accusations. Trahison. Conspiration avec l'ennemi. Dilapidation du trésor public. Organisation d'orgie contre-révolutionnaire. Elle écoute sans broncher. Elle sait que tout cela est faux.
Mais elle sait aussi que la vérité n'a plus d'importance. Ce qui compte maintenant, c'est de survivre aux 48 prochaines heures avec ce qui lui reste d'humanité. Dans cette cellule glacée, à 2 heures du matin, Marie-Antoinette ferme les yeux. Elle pense à ses enfants, elle pense à son mari décapité, elle pense à tout ce qui aurait pu être différent. Mais elle ne pleure pas, elle n'a plus de larmes, elle n'a plus rien, sauf cette force mystérieuse qui lui permet de se tenir droite face à l'innommable. Dans 46 heures, elle sera morte. Mais d'abord, elle va devoir affronter l'humiliation la plus absolue que l'histoire de France ait jamais infligée à un être humain. Et ce qu'elle va montrer pendant ces 46 heures va dépasser tout ce qu'on peut imaginer. 14 octobre 1793, 8 heures du matin. Marie-Antoinette se lève péniblement. Elle n'a pas dormi. Comment pourrait-elle? Dans quelques heures, elle va comparaître devant le tribunal révolutionnaire. Un procès qui ne cherche pas la vérité. Un procès qui cherche la mort. Rosalie Lamorlière, sa servante, entre dans la cellule avec un peu de bouillon. C'est la seule personne qui lui montre encore un peu d'humanité dans cet enfer. Elle aide Marie-Antoinette à s'habiller. La robe noire est usée, tachée. Le bonnet blanc de veuve est froissé. Mais elle refuse de paraître négligée. Elle se tient droite malgré la douleur, malgré les saignements, malgré l'épuisement qui la fait trembler. Rosalie la regarde avec pitié. Plus tard, elle témoignera de ce qu'elle a vu ce matin-là. Elle dira que Marie-Antoinette ressemblait à un spectre, que son visage était d'une pâleur mortelle, que ses mains tremblaient sans arrêt, mais que ses yeux gardaient une étrange intensité, comme si, au fond d'elle-même, une flamme refusait de s'éteindre. À 9 heures, les gardes viennent la chercher. Ils la conduisent à travers les couloirs sombres de la conciergerie. Puis dehors, sous le soleil d'octobre, elle cligne des yeux. Cela fait 76 jours qu'elle n'a pas vu la lumière du jour. Son corps est si faible qu'elle manque de tomber dans les escaliers. Un garde la rattrape brutalement par le bras. Elle ne le remercie pas. Elle ne dit rien. Le palais de justice est à quelques mètres à peine. Mais le trajet lui semble interminable. La salle du tribunal est immense, bondée, hostile. Des centaines de personnes sont venues assister au spectacle, car c'est bien de cela qu'il s'agit, un spectacle, la mise à mort symbolique de l'Ancien Régime, l'humiliation publique de celle qui incarnait autrefois la puissance et la splendeur de la monarchie française. Les juges sont assis derrière une longue table surélevée. Ils portent des toges noires et des chapeaux à plumes. Au centre, Martial Herman, président du tribunal. À sa droite, Antoine Fouquier-Tinville, l'accusateur public, un homme froid, méthodique, qui a déjà envoyé des centaines de personnes à la guillotine. Pour lui, Marie-Antoinette n'est qu'un dossier de plus. Un dossier important, certes, mais un dossier quand même. On l'a fait asseoir sur un banc, face au juge. Pas de table devant elle, pas de dossier pour se protéger. Elle est exposée, vulnérable, à la merci de tous les regards. La foule la fixe avec une curiosité morbide. Certains murmurent, d'autres ricanent. Elle entend les insultes. L'Autrichienne, la louve, la putain. Elle ne réagit pas. Elle regarde droit devant elle, le visage impassible. Fouquier-Tinville se lève. Il déroule un long parchemin, la liste des accusations. Il lit d'une voix monotone, mécanique, comme s'il récitait une leçon apprise par cœur. Accusation numéro 1. Dilapidation du trésor public. Vous avez dépensé des sommes colossales pour vos plaisirs personnels pendant que le peuple français mourait de faim. Vous avez ruiné la France par votre vanité et votre égoïsme. Marie-Antoinette écoute sans broncher. Elle sait que c'est faux. Les dépenses de Versailles étaient effectivement énormes. Mais la vraie cause de la banqueroute française était ailleurs. Les guerres interminables, le système fiscal injuste, les privilèges de la noblesse et du clergé. Elle a dépensé, oui, comme toutes les reines avant elle. Mais elle n'a pas ruiné la France à elle seule.
Mais comment expliquer cela à des juges qui ont déjà décidé de son sort? Accusation numéro 2. Trahison et conspiration avec l'ennemi. Vous avez secrètement communiqué avec l'Autriche, votre pays natal. Vous avez transmis des informations militaires à nos ennemis. Vous avez organisé l'invasion de la France pour restaurer le pouvoir absolu du roi. Là, Marie-Antoinette sait qu'il y a une part de vérité. Elle a effectivement correspondu avec sa famille en Autriche. Elle a effectivement espéré une intervention militaire pour sauver la monarchie. Mais, trahison, le mot est trop fort. Dans sa logique, elle défendait la légitimité de son mari, le roi. Elle défendait l'ordre établi. Elle ne trahissait pas la France. Elle sauvait ce qu'elle croyait être la France. Mais, encore une fois, comment faire comprendre cela à ces hommes qui voient en elle l'incarnation du mal? Accusation numéro 3. Organisation de l'orgie du 1er octobre 1789. Lors d'un banquet à Versailles, vous avez incité les gardes du roi à piétiner la cocarde tricolore. Vous avez organisé des festivités insultantes pour le peuple français. Vous avez conspiré pour écraser la révolution naissante. Marie-Antoinette secoue légèrement la tête. Cette accusation est tellement absurde qu'elle frôle le ridicule. Il y a bien eu un banquet ce jour-là, mais une orgie. C'est de la pure invention propagandiste. Les pamphlets révolutionnaires ont transformé un dîner officiel en une scène de débauche imaginaire. Et maintenant, on lui fait un procès sur la base de ces mensonges. Les heures passent. Fouquier-Tinville continue de lire. Accusation après accusation, témoin après témoin, des domestiques payés pour mentir, des révolutionnaires fanatiques qui récitent leurs accusations comme des acteurs sur scène, des gens qu'elle n'a jamais vus de sa vie qui jurent l'avoir entendu comploter contre la République. Marie-Antoinette répond calmement quand on lui pose des questions. Sa voix est faible mais claire. Elle nie les accusations les plus grotesques. Elle reconnaît certains faits, mais les replace dans leur contexte. Elle ne supplie pas, elle ne pleure pas. Elle se défend avec une dignité qui surprend même ses ennemis. Midi, on lui refuse de manger, on lui refuse même de boire. Elle reste assise sur son banc, affaiblie, mais droite. Les saignements continuent, elle sent le sang couler le long de ses jambes. Personne ne lui propose de sortir. Personne ne lui offre un instant de répit. Le procès continue. 14 heures, 15 heures, 16 heures. La chaleur est étouffante dans la salle. Marie-Antoinette vacille plusieurs fois. Elle pose une main sur le banc pour ne pas tomber. Mais elle ne demande rien. Elle endure. Et puis arrive le moment que personne n'attendait. Le moment qui va choquer même les révolutionnaires les plus endurcis. 15h30. Jacques-René Hébert se lève. C'est le rédacteur du journal ultra-révolutionnaire Le Père Duchesne, un homme brutal, vulgaire, qui incarne la violence la plus radicale de la Révolution. Il a demandé à témoigner personnellement contre Marie-Antoinette. Il a quelque chose d'important à révéler, dit-il. Hébert s'avance. Il sourit. Un sourire mauvais. Il sait qu'il va porter le coup final, le coup qui va détruire définitivement l'image de Marie-Antoinette. Il prend la parole d'une voix forte, théâtrale, calculée pour choquer. Citoyens juges, il y a une accusation que nous n'avons pas encore évoquée. Une accusation tellement monstrueuse que j'ai hésité à la formuler devant vous. Mais la République exige la vérité, toute la vérité. Il marque une pause. La salle est silencieuse. Tout le monde attend. Cette femme, l'Autrichienne, n'a pas seulement trahi la France. Elle n'a pas seulement ruiné notre pays. Elle a commis un crime contre nature. Un crime qui dépasse l'imagination humaine. Nouvelle pause. Marie-Antoinette le regarde sans comprendre. Où veut-il en venir? Cette femme a eu des relations incestueuses avec son propre fils, Louis-Charles. Dans leur cellule du Temple, elle a commis des actes immondes avec cet enfant de 8 ans. Nous avons le témoignage du garçon lui-même. Il a avoué. Il a tout raconté. Un murmure horrifié traverse la salle. Même les révolutionnaires les plus fanatiques sont choqués.
Certaines femmes dans le public poussent des cris d'indignation, d'autres détournent le regard, gênées. Marie-Antoinette devient livide, plus blanche encore que d'habitude. Elle se lève à moitié, puis se rassoit. Elle ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Elle a tétanisé. Pas par la peur, pas par la honte, mais par l'horreur absolue de ce qu'elle vient d'entendre. Accuser une mère d'avoir abusé de son enfant. Comment peut-on tomber aussi bas? Comment peut-on inventer quelque chose d'aussi monstrueux? Mais Hébert n'a pas terminé. Il continue, ajoutant des détails sordides, des descriptions ignobles, tout droit sortis de son imagination malade. Il affirme que Simon, le tuteur révolutionnaire chargé de surveiller Louis-Charles, a été témoin de ces actes. Il affirme que l'enfant a signé une déclaration confirmant tout cela. Ce qu'Hébert ne dit pas, c'est comment cette déclaration a été obtenue. Ce qu'il ne dit pas, c'est que Louis-Charles, 8 ans, a été séparé de sa mère et enfermé avec Simon, un cordonnier brutal et alcoolique, que cet homme l'a battu, l'a terrorisé, l'a forcé à boire, que l'enfant, terrifié, brisé, a fini par signer tout ce qu'on lui demandait, qu'il aurait signé n'importe quoi pour que les coups s'arrêtent. Hébert se rassoit, satisfait de lui-même. Il vient de porter l'accusation la plus infâme de tout le procès, l'accusation qui va salir définitivement la mémoire de Marie-Antoinette, l'accusation qui va justifier sa mort aux yeux de tous. Silence dans la salle. Personne ne parle. Personne n'ose parler. Même les juges semblent mal à l'aise. Et puis Marie-Antoinette se lève, lentement, difficilement. Elle s'appuie sur le banc. Elle est blême, tremblante. Mais sa voix, quand elle parle, est d'une clarté parfaite. Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à répondre à une pareille inculpation faite à une mère. J'en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici. Ces mots, ces quelques mots simples, vont créer un moment de basculement. Dans le public, plusieurs femmes éclatent en sanglots. Certaines crient leur soutien, vive la reine. D'autres applaudissent. Les gardes doivent intervenir pour ramener le calme. Même certains juges détournent le regard, visiblement gênés. Hébert vient de commettre une erreur. En voulant salir Marie-Antoinette, il a révélé la cruauté absolue de la Révolution. Il a montré jusqu'où certains hommes sont prêts à aller pour détruire un être humain. Et cela, même les révolutionnaires les plus convaincus le trouvent répugnant. Robespierre, informé le soir même de cette accusation, aurait dit à Hébert « Ce fou va nous faire haïr la Révolution ». Mais il est trop tard. Le mal est fait. Le procès continue jusqu'à 22 heures. 16 heures d'audience, sans nourriture, sans eau, sans pause. Marie-Antoinette tient debout par la seule force de sa volonté. Quand les juges annoncent enfin la fin de la journée, elle peut à peine marcher. Les gardes doivent la soutenir pour la ramener à sa cellule. Elle s'effondre sur son lit de paille. Elle ne pleure pas, elle ne peut plus pleurer. Elle a dépassé les larmes, elle a dépassé la douleur. Elle est entrée dans un état second, un état où seule la dignité compte encore. Demain, le verdict tombera, et après-demain, elle mourra. Mais cette nuit, dans sa cellule glacée, Marie-Antoinette va écrire une lettre qui restera comme l'un des documents les plus bouleversants de l'histoire de France. 14 octobre 1793, 23 heures. Marie-Antoinette est de retour dans sa cellule. Les deux gendarmes reprennent leur faction habituelle. Ils la surveillent sans relâche, même maintenant, même épuisée comme elle l'est, comme si elle pouvait s'évader de cette prison, comme si elle avait encore la force de fuir. Rosalie apporte un peu de bouillon. Marie-Antoinette refuse de manger. Elle demande seulement du papier, de l'encre, une plume. Les gendarmes hésitent. Ils doivent demander l'autorisation. Finalement, on lui accorde ce dernier privilège. Du papier, de l'encre, quelques heures pour écrire. Elle s'installe près de la chandelle. Ses mains tremblent tellement qu'elle peut à peine tenir la plume. Mais elle commence à écrire, lentement, difficilement. Chaque mot lui coûte un effort immense. Elle écrit à sa belle-sœur, Madame Élisabeth.
la sœur de Louis XVI, la seule personne qui lui reste encore au monde. Enfin, presque. Sa fille Marie-Thérèse est toujours vivante, quelque part dans une prison révolutionnaire, mais elle ne sait pas où. Elle ne sait même pas si elle la reverra un jour. Cette lettre va devenir l'un des documents les plus bouleversants de l'histoire de France. Non pas parce qu'elle contient des révélations politiques, non pas parce qu'elle accuse ses bourreaux, mais parce qu'elle révèle l'humanité absolue d'une femme au bord de la mort. C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamnée, non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui innocente, j'espère montrer la même fermeté que lui dans ses derniers moments. Elle s'arrête, respire, continue. Je suis calme comme on l'est, quand la conscience ne reproche rien. J'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n'existais que pour eux, et vous, ma bonne et tendre sœur. Les larmes coulent maintenant sur son visage, mais elle continue d'écrire. Elle doit finir cette lettre. Elle doit laisser quelque chose derrière elle, quelque chose qui dira la vérité sur qui elle était vraiment, dans quelle position je vous laisse. J'ai appris, par le plaidoyer même du procès, que ma fille était était séparée de vous. Hélas, la pauvre enfant, je n'ose pas lui écrire. Elle ne recevrait pas ma lettre. Je ne sais même pas si celle-ci vous parviendra. Elle pense à sa fille, 16 ans maintenant, seule dans une cellule, traumatisée par tout ce qu'elle a vu, par tout ce qu'elle a perdu. Son père guillotiné, sa mère condamnée, son petit frère disparu, sa tante emprisonnée. Que reste-t-il à cet enfant? Marie-Antoinette essuie ses larmes, reprend la plume. Je demande sincèrement pardon à Dieu de toutes les fautes que j'ai pu commettre depuis que j'existe. J'espère que dans sa bonté, il voudra bien recevoir mes derniers vœux, ainsi que ceux que je fais depuis longtemps, pour qu'il veuille bien recevoir mon âme dans sa miséricorde et sa bonté. Elle demande pardon à Dieu, aux hommes, à tous ceux qu'elle aurait pu blesser sans le vouloir. Elle qui a été accusée de tous les crimes imaginables, elle qui a été salie, humiliée, détruite. Elle demande pardon. Je demande pardon à tous ceux que je connais, et à vous, ma sœur, en particulier, de toutes les peines que, sans le vouloir, j'aurais pu vous causer. Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. Elle pardonne à Hébert qui l'a accusé d'inceste, à Fouquier-Tinville qui l'a condamné, aux juges qui ont transformé son procès en mascarade, à la foule qui réclame sa mort. Elle pardonne à tous. Comment peut-on pardonner à ceux qui vous ont tout pris? Comment peut-on pardonner à ceux qui ont torturé votre fils de 8 ans pour obtenir un faux témoignage contre vous? Comment peut-on pardonner à ceux qui vont vous guillotiner demain? Mais Marie-Antoinette pardonne, parce qu'elle a compris quelque chose que beaucoup de révolutionnaires n'ont jamais compris. La vengeance ne construit rien. La haine ne libère personne. Seul le pardon permet de mourir en paix. Je dis ici adieu à mes tantes et à tous mes frères et sœurs. J'avais des amis. L'idée d'en être séparé pour jamais et leurs peines sont un des plus grands regrets que j'emporte en mourant. Qu'ils sachent, du moins, que jusqu'à mon dernier moment, j'ai pensé à eux. Elle pense à sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, morte depuis plus de 10 ans. Que penserait-elle si elle voyait sa fille maintenant, cette petite archiduchesse qu'elle avait élevée dans la splendeur de Vienne, cet enfant qu'elle avait envoyé en France pour sceller une alliance entre 2 empires? Comment aurait-elle réagi en apprenant que sa fille allait mourir sur une place publique, la tête tranchée par une machine? Adieu, ma bonne et tendre sœur. Puisse cette lettre vous arriver. Pensez toujours à moi. Je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que ces pauvres et chers enfants. Mon Dieu, qu'il est déchirant de les quitter pour toujours. Adieu, adieu. Elle signe. Marie-Antoinette. La lettre est terminée. Elle la plie soigneusement, la donne aux gendarmes. Elle ne sait pas si Madame Élisabeth la recevra jamais. En réalité, elle ne la recevra pas. La lettre sera confisquée. Elle ne sera découverte que des années plus tard, dans les archives révolutionnaires. Madame Élisabeth mourra guillotinée
6 mois après Marie-Antoinette, sans jamais avoir lu les derniers mots de sa belle-sœur. Minuit, 1 heure, 2 heures, Marie-Antoinette ne dort pas. Elle ne peut pas dormir. Les douleurs sont trop intenses, les saignements trop abondants. Et puis il y a cette attente insoutenable de savoir qu'à l'aube, le verdict sera prononcé et que quelques heures plus tard, elle sera morte. Elle pense à Louis, à son mari, exécuté il y a 9 mois exactement, sur la même place où elle mourra. Elle se demande s'il a eu peur, s'il a pensé à elle dans ces derniers instants, s'il lui a pardonné toutes les fois où elle a été peut-être trop frivole, trop légère, trop insouciante. Elle pense à ses enfants, Louis-Charles, 8 ans, quelque part dans une cellule sordide, Marie-Thérèse, 16 ans, prisonnière elle aussi, ses 2 autres enfants, morts en bas âge. Toute cette souffrance, toute cette perte, pourquoi? Pour rien. 4 heures du matin. Les gendarmes la secouent. Il est temps, le tribunal attend. Le verdict va être prononcé. Elle se lève, s'habille, la même robe noire, le même bonnet blanc. Elle est tellement faible qu'elle doit s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Mais elle refuse qu'on l'aide. Elle marchera seule. Elle affrontera son destin debout. Le trajet jusqu'au tribunal est court. Quelques couloirs, quelques escaliers. Mais pour elle, c'est un chemin de croix. Chaque pas est une torture. Son corps la trahit. Mais son esprit reste fort. La salle du tribunal est moins bondée qu'hier. 4 heures du matin, beaucoup de spectateurs dorment encore. Mais les juges sont là. Fouquier-Tinville est là. Tous ceux qui comptent sont présents pour ce moment historique. On l'a fait asseoir. Martial Herman, le président du tribunal, se lève. Il déroule un parchemin. Le verdict. Marie-Antoinette, veuve de Louis Capet, vous avez été jugée coupable de tous les chefs d'accusation portés contre vous. Trahison, conspiration, dilapidation du trésor public, crime contre la sûreté de l'État. Il marque une pause, regarde Marie-Antoinette droit dans les yeux. En conséquence, ce tribunal vous condamne à la peine de mort. Vous serez exécuté par guillotine sur la place de la Révolution. L'exécution aura lieu aujourd'hui même, 15 octobre 1793, à midi. Aujourd'hui, dans 8 heures. Elle n'a même pas une journée complète à vivre. Marie-Antoinette ne bronche pas, elle ne crie pas, elle ne supplie pas. Elle se lève calmement, fait une révérence ironique au juge et sort de la salle sans un mot. Les archives du greffier notent qu'elle n'a montré aucune émotion, aucune surprise, comme si elle savait déjà, comme si ce verdict n'était qu'une formalité, une confirmation de ce qu'elle attendait depuis des semaines. Retour à la cellule, 5 heures du matin. Dans 7 heures, elle sera morte. Rosalie entre avec un peu de bouillon. Marie-Antoinette le refuse. Elle demande seulement de l'eau. On lui donne un verre d'eau trouble. Elle le boit lentement. C'est la dernière chose qu'elle boira de sa vie. Elle s'allonge sur son lit de paille, ferme les yeux, essaie de prier, mais les prières ne viennent pas. Ou peut-être qu'elles ne servent plus à rien. Dieu l'a-t-il abandonnée? Ou est-ce elle qui a abandonné Dieu quelque part entre Versailles et la conciergerie? 7 heures. Des bruits dans le couloir, des pas lourds, des voix graves. Quelqu'un vient, quelqu'un qui n'est pas Rosalie, quelqu'un qui n'est pas un simple garde. La porte s'ouvre, un homme entre, grand, imposant, habillé de noir. C'est Charles-Henri Sanson, le bourreau de Paris, l'homme qui a guillotiné Louis XVI, l'homme qui va la guillotiner, elle. Il s'incline respectueusement. Contrairement aux gardes, contrairement aux juges, contrairement à la foule, il n'a aucune haine envers elle. Pour lui, elle n'est ni une reine déchue, ni une criminelle. Elle est simplement une condamnée, une femme qui va mourir dans quelques heures. Et il va faire son travail, rapidement, proprement, sans cruauté inutile. « Madame, dit-il d'une voix grave, je dois vous préparer. » Marie-Antoinette hoche la tête. Elle sait ce que cela signifie. Il doit lui couper les cheveux. Il doit lui attacher les mains dans le dos. C'est le protocole, c'est comme ça qu'on prépare les condamnés. Elle se lève, se place devant lui, droite, digne,
Faites votre travail, monsieur, dit-elle calmement, mais faites-le avec décence. Samson sera marqué toute sa vie par cette phrase. Des années plus tard, dans ses mémoires, il écrira que Marie-Antoinette était la première personne condamnée qui lui donnait des ordres. Pas des supplications, pas des pleurs, des ordres, comme si, même dans cet instant ultime, elle restait une reine. Il sort ses ciseaux, coupe les cheveux blancs, court, très court, laissant la nuque dégagée pour la lame de la guillotine. Les mèches tombent sur le sol de pierre. Marie-Antoinette ne dit rien, ne bouge pas. Ensuite, il sort une corde. Il doit lui attacher les mains dans le dos. Marie-Antoinette tend ses poignets, sans résistance, sans protestation. Mais avant qu'il ne commence à les lier, elle se tourne vers les gendarmes. « Messieurs, dit-elle d'une voix ferme, laissez-moi un instant pour me changer. » Les gendarmes hésitent. Samson hoche la tête. Un instant, pas plus. Marie-Antoinette se place dans un coin de la cellule, tourne le dos, retire sa robe ensanglantée. Elle saigne tellement maintenant qu'elle a imbibé tout le tissu. Elle ne veut pas mourir dans cette robe souillée. Elle a à cause garder une dernière chemise blanche. Propre, elle l'enfile rapidement. Un gendarme crie « Dépêchez-vous !» Marie-Antoinette se retourne, le regarde droit dans les yeux. « Un instant, monsieur, laissez-moi au moins mourir propre. » Cette phrase, cette simple phrase, va rester dans l'histoire, au moment où tout lui est arraché, au moment où elle n'a plus rien. Elle exige encore cette dernière dignité. Mourir propre, mourir debout, mourir humaine. Samson attend qu'elle soit prête, puis il attache ses mains dans le dos, fermement, mais pas brutalement. Il fait son travail, mais il le fait avec respect. Maintenant, Marie-Antoinette est prête. Dans moins de 5 heures, elle va quitter cette cellule pour la dernière fois. 8 heures du matin. Marie-Antoinette est assise sur son lit de paille, mains liées dans le dos, cheveux coupés courts. Samson est parti. Les gendarmes montent la garde. L'attente commence. 4 heures. 4 heures avant la mort. Dehors, Paris se réveille. Les rues commencent à se remplir. Des milliers de personnes convergent vers la place de la Révolution. Certains veulent des places au premier rang. D'autres viennent simplement par curiosité. Voir mourir l'Autrichienne, voir tomber la tête de celle qui incarnait autrefois la splendeur de la monarchie. C'est un spectacle, le plus grand spectacle de l'année. Dans la cellule, le temps s'étire. Chaque minute semble durer une éternité. Marie-Antoinette reste immobile. Elle ne parle pas, elle ne pleure pas. Elle est entrée dans un état second, un état où la douleur physique n'a plus d'importance, où les saignements ne comptent plus, où seule subsiste cette détermination farouche de ne pas s'effondrer. Pas maintenant, pas devant eux. 9 heures. Un prêtre entre dans la cellule. Il porte la soutane noire, mais ce n'est pas un prêtre ordinaire. C'est un prêtre constitutionnel, un prêtre qui a prêté serment à la République, un prêtre que l'Église catholique considère comme un traître à la foi. Il s'approche de Marie-Antoinette, s'incline légèrement. « Madame, dit-il d'une voix douce, je suis venu vous offrir les derniers sacrements. Si vous souhaitez vous confesser avant de mourir, je suis là. » Marie-Antoinette lève les yeux vers lui, le regarde longuement. Dans son regard, aucune haine, aucun mépris, juste une tristesse infinie. « Monsieur, répond-elle calmement, je vous remercie de votre sollicitude, mais je ne puis accepter les sacrements d'un prêtre qui a renié son serment à Dieu pour prêter serment à une république qui tue au nom de la liberté. » Le prêtre insiste. « Madame, je comprends vos réticences, mais c'est votre dernière chance de faire la paix avec Dieu. Acceptez au moins de prier avec moi. » Marie-Antoinette secoue la tête. « Non, monsieur, je préfère mourir sans confession plutôt que de renier ma foi. Si Dieu existe, il comprendra. Et s'il ne comprend pas, alors peut-être que je ne mérite pas son pardon. » Cette décision va la marquer dans l'histoire. Louis XVI avait eu droit à un prêtre réfractaire, un vrai prêtre, un prêtre qui n'avait pas trahi l'Église. Il avait pu se confesser, il avait pu recevoir les derniers sacrements. Il était mort en paix avec Dieu.
Marie-Antoinette, elle, sera privée de ce droit. On lui envoie un prêtre qu'elle ne peut pas accepter, et elle refuse de se compromettre, même face à la mort, même pour sauver son âme. Elle reste fidèle à ses principes jusqu'au bout. Le prêtre s'en va, déçu. Marie-Antoinette reste seule avec ses gardes, et avec Rosalie qui pleure silencieusement dans un coin. 10 heures. Les bruits dehors s'intensifient, les tambours commencent à battre, la foule grossit. On prépare la charrette qui va la conduire à l'échafaud. Une charrette ordinaire, pas un carrosse, pas même une voiture fermée, une simple charrette en bois, ouverte, comme celle qu'on utilise pour transporter les criminels de droit commun. C'est une humiliation calculée. Quand Louis XVI a été exécuté, 9 mois plus tôt, on lui avait accordé un carrosse fermé. Il avait voyagé dignement, à l'abri des regards, accompagné de son confesseur. Il avait eu droit à un minimum de respect. Marie-Antoinette n'aura rien de tout cela. On veut qu'elle soit exposée. On veut que le peuple la voie. On veut qu'elle soit humiliée publiquement pendant toute la durée du trajet. De la Conciergerie à la place de la Révolution, il y a presque 1 heure de route, 1 heure à traverser Paris sous les insultes, 1 heure à être le spectacle vivant de la chute de la monarchie. Pourquoi cette différence ? Pourquoi traite-t-on Marie-Antoinette avec tant de cruauté, alors que Louis a eu droit à un semblant de dignité ? Certains historiens disent que c'est parce qu'elle était une femme. Dans la mentalité révolutionnaire, une femme coupable est pire qu'un homme coupable. Elle a trahi sa nature même. Elle mérite donc une punition plus sévère. D'autres disent que c'est parce qu'elle était autrichienne, l'étrangère, l'ennemie, celle qui a toujours été suspecte, celle qui n'a jamais vraiment appartenu à la France. D'autres encore pensent que c'est simplement parce que la Révolution, en octobre 1792, est devenue beaucoup plus radicale qu'en janvier. La terreur règne. Les têtes tombent par dizaines, chaque jour. L'humanité n'a plus sa place dans ce système. Seule compte la vengeance. 11 heures. Rosalie entre une dernière fois. Elle apporte un mouchoir blanc, propre, repassé. Marie-Antoinette la remercie d'un regard. Rosalie fond en larmes. Elle s'agenouille devant Marie-Antoinette, essaie de baiser sa main, mais les mains sont liées dans le dos. Rosalie se relève, honteuse, bouleversée. « Pardonnez-moi, madame, pardonnez-moi de ne rien pouvoir faire pour vous. » Marie-Antoinette sourit, un sourire triste, épuisé, mais sincère. « Il n'y a rien à pardonner, Rosalie. Vous avez été la seule personne qui m'a traité comme un être humain dans cet enfer. Je ne vous oublierai pas, où que j'aille. » Rosalie sort en sanglotant. Marie-Antoinette reste seule. Encore quelques minutes, encore quelques instants avant que tout se termine. 11h15. Des bruits de pas dans le couloir. Lourds, nombreux. Ils viennent à la chercher. La porte s'ouvre brutalement. Samson entre, accompagné de plusieurs gardes. C'est l'heure. Marie-Antoinette se lève, lentement, avec une dignité surhumaine malgré la faiblesse de son corps. Elle vacille un instant. Un garde fait mine de la retenir. Elle le repousse d'un regard glacial. « Je peux marcher seule. » Et elle marche, à travers les couloirs sombres de la Conciergerie, à travers ces corridors qu'elle a parcourus des dizaines de fois pendant 76 jours. Mais cette fois, elle sait qu'elle ne reviendra pas. Cette fois, c'est le dernier voyage. Elle monte les escaliers. Chaque marche est une torture. Ses jambes tremblent. Son corps la trahit. Mais elle refuse de s'arrêter. Elle refuse de montrer sa faiblesse. Dehors, la lumière du jour. Le soleil d'octobre brille. Il fait étonnamment beau pour la saison. Un ciel bleu, quelques nuages blancs. Une journée presque joyeuse. Comme si la nature se moquait de ce qui va se passer. Dans la cour de la Conciergerie, la charrette attend. Une simple charrette en bois, ouverte sur tous les côtés, tirée par 2 chevaux. Le cocher est déjà en place. Des gardes à cheval entourent le véhicule. Et là, massée contre les grilles, une foule immense. Des centaines de personnes qui attendent de la voir, qui veulent assister à ce moment historique, la sortie de Marie-Antoinette, le début de son ultime voyage. Quand elle apparaît, un murmure traverse la foule. Certains crient
l'Autrichienne, la traîtresse, à mort. D'autres restent silencieux, choqués par ce qu'ils voient. Cette femme brisée, vieillie, tremblante, qui marche difficilement vers la charrette. Ce n'est plus la reine splendide de Versailles. Ce n'est plus la femme élégante qui faisait tourner les têtes à la cour. C'est un fantôme, une ombre, un être humain détruit par des mois de souffrance. Samson l'aide à monter dans la charrette. Il n'y a pas de siège, juste une planche en bois. Marie-Antoinette s'assoit, dos tourné aux chevaux, face à la foule, mains liées dans le dos, exposée, vulnérable, humiliée. À côté d'elle, personne. Louis XVI avait eu son confesseur avec lui dans le carrosse. Marie-Antoinette est seule, complètement seule. Samson monte à l'avant de la charrette. Les gardes se placent tout autour. Le cortège est prêt. Le cocher fait claquer son fouet. Les chevaux s'ébranlent. La charrette commence à avancer, lentement, très lentement, à travers les rues de Paris. De la Conciergerie à la place de la Révolution, il y a presque 5 kilomètres. À cette vitesse, le trajet va durer 1 heure. 1 heure d'enfer. Les premières rues sont étroites, sombres, bordées d'immeubles décrépits. La foule se presse de chaque côté. Certains crachent en direction de la charrette. D'autres brandissent des pancartes. À mort l'Autrichienne. Justice pour le peuple. Vive la République. Marie-Antoinette regarde droit devant elle. Son visage est de marbre. Elle ne réagit à rien. Ni aux insultes, ni aux crachats, ni aux regards haineux. Elle fixe un point invisible au loin, comme si elle était ailleurs, comme si son esprit s'était détaché de son corps pour échapper à cette torture. Jacques-Louis David, le peintre révolutionnaire, est là, posté près d'une fenêtre. Il a apporté son carnet de croquis. Il veut immortaliser ce moment, la chute de la tyrannie, la victoire du peuple sur l'oppression. Il dessine rapidement le visage de Marie-Antoinette, les traits durs, la mâchoire serrée, les yeux vides, et il écrit dans ses notes. Elle regardait droit devant elle, comme si elle ne voyait personne. Son visage était de marbre. Aucune émotion, aucune peur, juste du mépris. Mais David se trompe. Ce n'est pas du mépris, c'est de la dignité. C'est le refus absolu de donner à la foule ce qu'elle attend. Des larmes, des supplications, de la terreur. Marie-Antoinette ne leur donnera rien de tout cela. La charrette avance. Rue Saint-Honoré. La foule est encore plus dense. Les gens se bousculent pour voir. Certains sont montés sur des tonneaux. D'autres se penchent aux fenêtres. Les boutiques Sommaluena sont fermées. Tout Paris s'est arrêté pour assister à ce spectacle. Place du Palais Royal. Le cortège ralentit. Il y a trop de monde. Les gardes doivent repousser la foule pour frayer un passage. Et soudain, un cri. Un homme fend la foule. Il court vers la charrette. Il brandit son chapeau. Et il crie de toutes ses forces « Vive la reine ! Vive la reine !» en plein cœur de Paris révolutionnaire. En pleine terreur. C'est de la folie pure. Les gardes se jettent sur lui, le plaquent au sol, le traînent. Il crie encore « Vive la reine ! Vive Marie-Antoinette !» Puis sa voix est étouffée par les coups. Marie-Antoinette a entendu. Elle a tourné la tête une fraction de seconde. Ses yeux ont croisé ceux de l'homme. Leurs regards se sont rencontrés. Juste un instant. Un instant où elle a vu qu'elle n'était pas seule, qu'il restait encore quelqu'un, quelque part, qui croyait en elle. Puis, elle détourne le regard. Elle ne veut pas le mettre encore plus en danger. Elle reprend sa position, droite, impassible, regardant droit devant elle. L'homme sera exécuté 3 jours plus tard, pour crime de royalisme, pour avoir osé crier « Vive la reine » en pleine République. Il mourra en martyr, fidèle jusqu'au bout. La charrette continue, les tambours battent, la foule hurle, les insultes pleuvent, mais Marie-Antoinette ne les entend plus. Elle est ailleurs maintenant. Dans sa tête, elle revoit sa vie. Vienne, Versailles, ses enfants, Louis, tout ce qui a été, tout ce qui ne sera plus. Midi approche, la place de la Révolution est en vue, et là-bas, dressée au milieu de la place, la guillotine attend. Midi moins 10. La charrette débouche sur la place de la Révolution, l'ancienne place Louis XV, la place qui portait le nom du grand-père de son mari. La place où, il y a 9 mois exactement,
Louis XVI est mort. La foule est immense, 30 000 personnes, peut-être plus, massées tout autour de la place, sur les marches, aux fenêtres des immeubles environnants. Certains sont même montés sur les toits. Tout le monde veut voir. Personne ne veut manquer ce moment historique. Au centre de la place, l'échafaud, une plateforme en bois surélevée. Et au sommet, la machine, la guillotine. 2 poteaux verticaux, une lame triangulaire suspendue en haut, la lunette en bas où la tête sera placée. Simple, efficace, mortelle. Cette machine a déjà décapité des centaines de personnes. Elle décapitera des milliers d'autres avant que la terreur ne s'achève. Mais aujourd'hui, c'est Marie-Antoinette, la reine de France, l'Autrichienne, le symbole ultime de l'Ancien Régime. La charrette s'arrête au pied de l'échafaud. Les tambours cessent de battre. Un silence étrange s'installe. 30 000 personnes retiennent leur souffle. Elles attendent de voir comment elle va réagir. Va-t-elle pleurer? Va-t-elle supplier? Va-t-elle s'effondrer? Marie-Antoinette regarde l'échafaud. Elle regarde les marches qu'elle va devoir monter. 15 marches qui mènent à la mort. Elle reste immobile quelques secondes. Puis, elle se lève, lentement, difficilement. Ses jambes tremblent, son corps est épuisé. Mais elle se tient droite. Samson descend de la charrette. Il tend la main pour l'aider. Elle la refuse d'un regard. « Je peux descendre seule. » Elle descend, une marche, puis une autre. Elle manque de tomber, rattrape son équilibre, continue. Elle pose le pied sur le sol de la place. C'est la dernière fois qu'elle touche la terre. Dans quelques minutes, elle ne sera plus qu'un corps sans vie, un cadavre décapité, une tête tranchée. Elle lève les yeux vers l'échafaud, vers ses 15 marches, vers la machine qui l'attend, et elle commence à monter. Première marche, ses jambes la portent à peine. Elle s'appuie contre la rampe, continue. Deuxième marche, la douleur irradie dans tout son corps. Les saignements ont repris. Elle sent le sang couler le long de ses jambes. Mais elle continue. Troisième marche, quatrième marche. La foule la regarde. Certains commentent à voix basse. Regarde comme elle est faible. Elle va tomber. Elle ne tiendra pas jusqu'en haut. Cinquième marche, sixième marche. Marie-Antoinette respire difficilement. Chaque inspiration est une souffrance. Son corps réclame qu'elle s'arrête, qu'elle s'effondre, qu'elle l'abandonne, mais elle refuse. Elle monte. Septième marche, huitième marche. Elle pense à Louis. Lui aussi a monté ses marches. Lui aussi a vu cette machine de près. Lui aussi a su que c'était la fin. A-t-il eu peur? A-t-il regretté? A-t-il pensé à elle? Neuvième marche. 10e marche. Elle pense à ses enfants. Louis-Charles dans sa cellule. Marie-Thérèse, prisonnière. Ses 2 autres enfants morts en bas âge. Toute cette souffrance. Pourquoi? Pour rien. 11e marche, 12e marche. Plus que 3 marches. 3 marches entre elle et la mort. 3 marches entre elle et la fin de cette agonie qui dure depuis des mois. 13e marche. 14e marche. Encore une seule. 15e marche, elle est en haut, sur la plateforme, face à la guillotine, face à son destin. Et c'est là, à ce moment précis, que quelque chose se passe. Quelque chose que personne n'attend. Quelque chose qui va marquer l'histoire de France pour toujours. En montant cette dernière marche, Marie-Antoinette marche accidentellement sur le pied de Samson, le bourreau, l'homme qui va la tuer dans quelques secondes. Elle s'arrête net, se retourne légèrement et dit d'une voix claire, audible malgré le bruit de la foule, « Pardon, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. Pardon. » Elle s'excuse. Elle vient de marcher sur le pied de son bourreau et elle s'excuse. Après tout ce qu'on lui a fait subir, après des mois de torture psychologique, après l'accusation d'inceste, après le procès truqué, après l'humiliation publique, après cette heure de trajet dans les rues de Paris sous les insultes et les crachats, après avoir été dépouillée de tout, de son nom, de sa dignité, de ses enfants, de sa vie, après tout cela, elle trouve encore la force de s'excuser d'avoir marché sur le pied de l'homme qui va la décapiter. Samson restera marqué toute sa vie par cet instant. Des années plus tard,
Il écrira dans ses mémoires que jamais, au cours de sa longue carrière de bourreau, il n'a rencontré autant de dignité face à la mort, des généraux, des nobles, des prêtres, des révolutionnaires. Tous avaient montré du courage, mais aucun n'avait montré cette politesse ultime, cette humanité absolue au moment même de mourir. Ce geste, ces quelques mots, c'est peut-être la chose la plus profondément humaine que l'histoire de France ait jamais enregistrée. Pas un discours héroïque comme celui de Danton quelques mois plus tard, pas une phrase mémorable pour la postérité, pas un acte de bravoure spectaculaire, juste de la politesse, de la décence, de l'humanité, jusqu'au bout. Samson ne répond pas, il ne peut pas répondre. Sa gorge est nouée, il fait signe à ses aides. Ils doivent continuer, ils doivent finir le travail. Marie-Antoinette se place devant la guillotine. Samson retire son bonnet blanc. Ses cheveux coupés courts apparaissent. Blancs, totalement blancs. À 37 ans, elle a les cheveux d'une vieille femme. Les aides la saisissent par les bras. Ils veulent le chasser, l'allonger sur la planche horizontale, la bascule. Elle résiste une seconde. Pas par peur, mais parce que son corps ne veut pas coopérer. Ses muscles ne répondent plus. Tout son être se rebelle contre ce qui va suivre. Mais finalement, elle se laisse faire. Il l'allonge, face contre la planche. Son cou est placé dans la lunette. Le demi-cercle de bois qui maintient la tête en place, on referme la partie supérieure. Son cou est pris au piège. Elle ne peut plus bouger. Au-dessus d'elle, la lame attend. 15 kilos de métal triangulaire, suspendu à 4 mètres de hauteur, une chute libre, une décapitation instantanée, ou presque. Marie-Antoinette ferme les yeux. Elle pense à ses enfants une dernière fois. Louis-Charles, Marie-Thérèse, je suis désolée. Pardonnez-moi de vous abandonner. Pardonnez-moi de ne pas avoir été plus forte. Pardonnez-moi. Samson lève la main, le signale. L'aide actionne le mécanisme. La corde se détend. La lame tombe. Un sifflement dans l'air. Un bruit sourd. Un choc. Midi 15 précise. 15 octobre 1793. Marie-Antoinette, reine de France, est morte. Samson saisit la tête par les cheveux, la brandit à bout de bras, la présente à la foule. C'est la tradition. C'est ainsi qu'on montre que la justice a été rendue, que l'ennemi du peuple a été vaincu. Mais contrairement à ce que raconte la légende, la foule ne crie pas immédiatement « Vive la République !» Il y a un silence, quelques secondes de silence total, comme si 30 000 personnes venaient soudain de réaliser ce qu'elles avaient fait, ce qu'elles avaient réclamé, ce qu'elles avaient obtenu. Puis quelqu'un applaudit, une personne, puis une autre, puis 100, puis 1000. Les applaudissements se répandent, les cris commencent. Vive la République, vive la Révolution. La tyrannie est morte. Mais dans ce tonnerre d'acclamations, certains restent silencieux. Certains détournent le regard. Certains se demandent si vraiment la justice vient d'être rendue, ou si au contraire, quelque chose d'irréparable vient de se produire. Le corps de Marie-Antoinette est détaché de la guillotine. On le jette dans un panier, sans ménagement, comme un vulgaire morceau de viande. La tête est placée entre les jambes. C'est ainsi qu'on transporte les cadavres décapités. On charge le panier dans une charrette. Direction le cimetière de la Madeleine, un cimetière ordinaire. Pas de sépulture royale, pas de cérémonie, pas d'honneur. Marie-Antoinette sera enterrée dans une fosse commune, avec d'autres guillotinés, anonymes, oubliés. On creuse un trou, on verse de la chaux vive pour accélérer la décomposition. On jette le corps, la tête, on recouvre de terre. C'est fini. Marie-Antoinette n'existe plus. Ou du moins, c'est ce que croient les révolutionnaires. Parce qu'en réalité, Marie-Antoinette ne disparaîtra jamais vraiment. Sa mort va créer un martyr. Son humiliation va susciter la pitié. Son courage face à l'échafaud va inspirer le respect, même chez ceux qui l'ont haï. Le soir même de son exécution, des murmures commencent à circuler dans Paris. As-tu vu comment elle a marché vers la mort? As-tu vu sa dignité? As-tu
entendu qu'elle s'est excusée auprès du bourreau. Quelle femme peut faire cela? Gracius Babeuf, révolutionnaire radical, pourtant farouchement opposé à la monarchie, écrira quelques jours plus tard « J'ai vu passer cette femme. Elle était plus qu'une reine. Elle était devenue l'incarnation de la dignité humaine face à la cruauté. Madame Roland, révolutionnaire modérée, sera elle-même guillotinée 1 mois plus tard. En montant sur l'échafaud, elle prononcera sa phrase célèbre « Ô liberté, que de crimes on commet en ton nom », une phrase directement inspirée par l'exécution de Marie-Antoinette. Par cette prise de conscience que la Révolution, dans sa quête de justice, était devenue une machine à broyer l'humanité. Même Robespierre, l'incorruptible, celui qui incarne la terreur dans toute sa rigueur, aurait dit en privé qu'Hébert avait commis une erreur en accusant Marie-Antoinette d'inceste, que cette accusation avait sali la Révolution, qu'elle avait transformé une reine coupable en une mère martyrisée. La propagande révolutionnaire avait voulu faire de Marie-Antoinette un monstre, une créature maléfique, l'incarnation de tous les maux de l'Ancien Régime. Mais en la traitant avec une cruauté si extrême, en l'humiliant si profondément, en lui arrachant tout ce qui faisait d'elle un être humain, ils ont créé exactement l'inverse. Ils ont créé une martyre, une victime, une femme qui, malgré tout ce qu'on lui a fait subir, a refusé de perdre son humanité. Et c'est cela, finalement, l'héritage de Marie-Antoinette. Pas la reine frivole de Versailles, pas l'Autrichienne détestée par le peuple, mais cette femme qui, dans ses 48 dernières heures, a montré ce dont l'être humain est capable quand tout lui est arraché, du courage, de la dignité, de la politesse, jusqu'au dernier souffle. 15 octobre 1793, 13 heures. Marie-Antoinette est morte depuis moins d'1 heure. Son corps repose dans une fosse commune. Sa tête a été jetée entre ses jambes. La chaux vive commence déjà son travail de dissolution. Dans quelques semaines, il ne restera rien d'elle. Pas d'ossements identifiables, pas de sépulture digne. Rien. La Révolution a obtenu ce qu'elle voulait. L'Autrichienne est morte. Le symbole de l'Ancien Régime a été détruit. La justice, selon eux, a été rendue. Mais a-t-elle vraiment été rendue? Reprenons depuis le début. Qu'a-t-on fait à Marie-Antoinette dans ses 48 dernières heures? On l'a jugée en 16 heures, sans préparation, sans défense digne, avec des avocats commis d'office qui n'ont eu que quelques heures pour préparer son dossier. Le verdict était écrit d'avance. Tout le monde le savait, ce procès n'était qu'une mise en scène, un spectacle pour légitimer une décision déjà prise. On l'a accusé d'avoir abusé sexuellement de son propre fils, un enfant de 8 ans, une accusation tellement monstrueuse que même les révolutionnaires les plus radicaux l'ont trouvée répugnante. Une accusation obtenue en torturant psychologiquement un enfant terrorisé. Une accusation que personne, absolument personne, n'a jamais crue. On l'a privé de sommeil, de nourriture, d'eau. On l'a laissé saigner pendant des mois, sans soins médicaux. On l'a enfermé dans une cellule glaciale avec 2 gendarmes qui la surveillaient jour et nuit. Même pour ses besoins intimes, même dans sa souffrance la plus absolue, on lui a refusé un prêtre de son choix. On lui a envoyé un prêtre constitutionnel qu'elle ne pouvait pas accepter en conscience. Louis XVI avait eu droit à un confesseur. Elle, on l'a privée de ce dernier réconfort. Elle a morte sans confession, sans sacrement, sans paix avec Dieu. On l'a exposée publiquement dans une charrette ouverte, pendant 1 heure, à travers les rues de Paris, sous les insultes, sous les crachats, sous les regards haineux de milliers de personnes. Louis XVI avait voyagé dans un carrosse fermé. Elle, on a voulu qu'elle soit humiliée jusqu'au bout. Pourquoi cette différence? Pourquoi cette cruauté supplémentaire envers Marie-Antoinette? Parce qu'elle était une femme. Dans la mentalité de l'époque, une femme coupable est pire qu'un homme coupable. Elle a trahi sa nature, supposée douce et soumise. Elle mérite donc une punition plus sévère. Parce qu'elle était autrichienne, l'étrangère.
l'ennemi héréditaire, celle qui n'a jamais vraiment appartenu à la France, celle qu'on a toujours suspecte de trahison, parce que la Révolution, en octobre 1793, était devenue une machine à détruire. La terreur régnait. Les têtes tombaient par dizaines chaque jour. L'humanité avait été sacrifiée sur l'autel de la pureté révolutionnaire. Il n'y avait plus de place pour la sacrée compassion, plus de place pour la dignité, seulement la vengeance. Mais voilà ce que les révolutionnaires n'avaient pas vu, n'avaient pas prévu. En voulant détruire Marie-Antoinette, ils lui ont donné l'occasion de montrer sa vraie nature. Et ce qu'elle a montré dans ces 48 heures a dépassé tout ce qu'ils imaginaient. Elle a montré du courage, pas le courage héroïque des batailles, pas le courage spectaculaire des grands gestes, mais le courage silencieux de tenir debout quand tout s'effondre, le courage de garder sa dignité quand on vous arrache tout, le courage de rester humaine quand on vous traite comme un animal. Elle a montré de la politesse, s'excuser auprès de son bourreau. Qui fait cela? Quelle personne, au moment de mourir, trouve encore la force de demander pardon pour avoir marché sur le pied de celui qui va la tuer? Ce geste-là, cette politesse ultime, c'est peut-être la chose la plus extraordinaire de toute cette histoire. Elle a montré de la dignité, face aux accusations les plus ignobles, face à l'humiliation publique, face à la mort elle-même. Elle est restée droite, elle n'a pas supplié, elle n'a pas pleuré devant ses bourreaux, elle leur a refusé ce spectacle, elle leur a refusé cette victoire, et ce faisant, elle a transformé sa défaite en victoire morale. Les semaines et les mois qui ont suivi son exécution ont révélé quelque chose d'inattendu. La perception de Marie-Antoinette a commencé à changer, lentement, progressivement, mais sûrement. Des témoignages ont commencé à circuler, des gens qui l'avaient vu dans la charrette, des gens qui avaient assisté à son exécution, et tous racontaient la même chose, sa dignité, son courage, son humanité. Certains révolutionnaires eux-mêmes ont commencé à exprimer des doutes. Avions-nous raison de la traiter ainsi? Avions-nous raison de l'accuser d'inceste? Avions-nous raison de l'humilier publiquement? Ces questions dérangeantes ont commencé à se poser. Gracchus Babeuf, révolutionnaire radical, a écrit ces mots étonnants. « J'ai vu passer cette femme. Et j'ai compris que nous avions peut-être gagné une bataille, mais perdu quelque chose de bien plus important, notre humanité. » Madame Roland, guillotinée un mois plus tard, a prononcé sur l'échafaud sa phrase célèbre « Ô liberté, que de crimes on commet en ton nom », une phrase qui résonne encore aujourd'hui, une phrase qui reconnaît que la Révolution, dans sa quête de justice, était devenue injuste elle-même. Mais qu'en est-il de la vérité historique? Que nous disent les archives aujourd'hui, 2 siècles plus tard, quand les passions se sont calmées et que les historiens peuvent étudier les faits avec objectivité, sur l'accusation d'inceste, totalement inventée? Aucun historien sérieux ne la prend au sérieux. Le témoignage de Louis-Charles a été obtenu sous torture psychologique. Un enfant de 8 ans, terrorisé, battu, forcé à boire, qui a fini par signer n'importe quoi pour que les coups s'arrêtent. C'est une des pages les plus honteuses de la Révolution française. Sur sa responsabilité dans la ruine de la France, elle a effectivement dépensé beaucoup, comme toutes les reines avant elle. Mais la vraie cause de la banqueroute française était ailleurs. Les guerres interminables, le soutien à la Révolution américaine, le système fiscal inégal où le peuple payait tout pendant que la noblesse et le clergé ne payaient presque rien. Marie-Antoinette n'a pas ruiné la France à elle seule. Elle était un symptôme, pas la cause. Sur sa trahison politique, elle a effectivement correspondu avec l'Autriche. Elle a effectivement espéré une intervention militaire pour sauver la monarchie. Mais trahison, le mot est trop fort. Dans sa logique, elle défendait la légitimité de son mari. Elle défendait l'ordre établi. Elle ne trahissait pas la France. Elle essayait de sauver ce qu'elle croyait être la France. Sur la phrase qu'il mange de la brioche, elle ne l'a jamais dite. C'est une invention
pure et simple, une légende propagandiste qui lui a collé à la peau et qui persiste encore aujourd'hui dans l'imaginaire collectif. Alors voici la vraie question. Méritait-elle de mourir? C'est une question que l'histoire ne peut pas trancher. Chacun a son opinion. Certains diront que oui, qu'elle représentait un système oppressif qui devait être détruit. D'autres diront que non, qu'elle n'était qu'une femme prise au piège d'un système qu'elle n'avait pas choisi. Mais il y a une question encore plus importante, une question qui ne concerne pas la politique ou l'histoire, une question qui concerne l'humanité elle-même. Méritait-elle de mourir comme ça, dans cette cruauté calculée, dans cette humiliation systématique, dans cette destruction de toute dignité humaine? Et là, la réponse est claire. Non, personne ne mérite de mourir comme ça. Aujourd'hui, plus de 2 siècles après sa mort, Marie-Antoinette continue de fasciner. La conciergerie est devenue un musée. Des milliers de visiteurs viennent chaque année voir la cellule où elle a passé ses derniers jours. On a reconstitué l'espace minuscule, le lit de paille, la lucarne étroite, les murs suintants. Les gens entrent dans cette cellule et ils comprennent ce qu'elle a enduré. Ils comprennent l'horreur de ces 76 jours d'isolement. Et beaucoup sortent émus, bouleversés. Sur la place de la Concorde, l'ancienne place de la Révolution, il y a une plaque discrète. Elle rappelle que Louis XVI et Marie-Antoinette sont morts ici. Des touristes passent Nantes tous les jours sans la remarquer. Mais ceux qui la trouvent s'arrêtent un instant, réfléchissent, se souviennent. En 1815, après la chute de Napoléon et la restauration de la monarchie, Louis XVIII, le frère de Louis XVI, ordonne des recherches. On veut retrouver les corps de Louis et de Marie-Antoinette, leur donner une sépulture digne, à la basilique de Saint-Denis, avec tous les autres rois et reines de France. On creuse dans le cimetière de la Madeleine. On trouve des ossements. On pense que ce sont les leurs. On ne peut pas en être certain. La chaux-vive a fait son travail. Mais qu'importe, on organise des funérailles solennelles. Marie-Antoinette, 22 ans après sa mort, reçoit enfin les honneurs qu'on lui avait refusés. Au XIXe siècle, elle est devenue une sainte martyre pour les royalistes, une victime innocente de la barbarie révolutionnaire. On a écrit des livres la glorifiant. On a peint des tableaux la représentant en Madone souffrante. Au XXe siècle, la vision s'est nuancée. Les historiens ont commencé à regarder les faits avec plus d'objectivité. Ni sainte, ni monstre. Juste une femme, imparfaite, humaine, qui a fait des erreurs, qui a vécu dans un luxe indécent pendant que le peuple mourait de faim, mais qui, face à l'épreuve ultime, a montré une force morale extraordinaire. Au XXIe siècle, nous pouvons enfin voir Marie-Antoinette pour ce qu'elle était vraiment, une femme prise au piège de l'histoire, une femme qui a incarné un système condamné, une femme qui a payé le prix ultime pour les fautes d'un régime entier, mais surtout une femme qui, dans ces 48 dernières heures, nous a enseigné quelque chose de fondamental sur la condition humaine. On peut tout arracher à un être humain, son nom, son statut, sa famille, sa liberté, sa santé, sa vie même, mais on ne peut pas lui arracher sa dignité, sauf si cet être humain la cède lui-même. Et Marie-Antoinette n'a jamais cédé. Elle aurait pu s'effondrer, elle aurait pu supplier, elle aurait pu maudire ses bourreaux, elle aurait pu perdre son humanité face à la cruauté qu'on lui infligeait. Personne ne lui en aurait voulu. Tout le monde aurait compris, mais elle a choisi autrement. Elle a choisi de rester humaine, de rester polie, de rester digne, jusqu'au dernier souffle, s'excuser auprès de son bourreau. Ce geste simple, ce geste anodin en apparence, c'est peut-être le plus grand acte de résistance de toute cette histoire, parce que c'est le refus absolu de laisser la cruauté transformer qui elle était. Voilà ce que l'histoire de France a à nous apprendre à travers Marie-Antoinette. Ce n'est pas une leçon de politique, ce n'est pas un débat sur la monarchie contre la République, ce n'est pas une question de savoir qui avait raison et qui avait tort.
C'est une leçon sur l'humanité elle-même. Dans les pires heures de notre histoire, dans les moments les plus sombres, les plus cruels, les plus désespérés, ce n'est pas la violence qui nous définit, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la vengeance, c'est la dignité de ceux qui ont refusé d'y céder. Marie-Antoinette n'était pas une sainte, elle n'était pas une héroïne, elle était simplement une femme qui, quand tout lui a été arraché, a trouvé la force de rester humaine. Et peut-être que c'est cela, le véritable héroïsme. Pas les grands gestes, pas les discours mémorables, pas les actes spectaculaires, juste la décence, la politesse, l'humanité, jusqu'au bout, même quand le monde entier vous a abandonné, même quand la cruauté triomphe, même quand la mort vous attend au sommet de 15 marches. Les dernières 48 heures de Marie-Antoinette ont dépassé l'horreur, mais elles ont aussi dépassé tout ce qu'on peut imaginer en termes de courage, de dignité et d'humanité. Et c'est pour cela que son histoire résonne encore aujourd'hui, 2 siècles après sa mort, parce qu'elle nous rappelle ce dont nous sommes capables, le pire, mais aussi le meilleur. L'histoire de France est remplie de gloire et d'horreur, de victoires éclatantes et de défaites déchirantes, de héros admirables et de monstres impitoyables. Marie-Antoinette était tout cela à la fois, et rien de tout cela. Elle était simplement humaine, profondément, absolument, jusqu'au dernier instant.